Bon après-midi ou bonjour selon votre fuseau horaire. Bienvenue au Centre national pour la vérité et la réconciliation. C'est la semaine pour la vérité et la réconciliation. Bienvenue au jour numéro 4 de notre programme Déjeuner Causerie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Pour ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, donc le Centre national pour la vérité et la réconciliation est l'organe qui poursuit le travail de la Commission canadienne pour la vérité et la réconciliation. Nous sommes ravis d'avoir la possibilité de nous impliquer dans l'éducation du grand public et appuyer donc le grand public vers une façon de faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme je disais, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Je suis ravie d'être rejointe par une amie et un collègue, Karen Drake, et nous allons avoir une conversation sur cette déclaration et les lois des Autochtones même. Avant de commencer, j'aimerais laisser la parole à Karen Drake pour lui permettre de se présenter. Merci infiniment. Je me présente dans ma langue maternelle. Donc, bonjour, je m'appelle Karen Drake. Je suis membre de la nation Ojibwe de Wabigoon Lake. Je suis également professeur associé à la faculté de droit de Osgoode Hall et je viens de rejoindre donc le bureau de Toronto de JFK Law. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous parler de mes activités. Donc, normalement, on devait recevoir également Caleb Ben, mais voilà, il a eu un petit souci de planning, donc il ne sera pas avec nous aujourd'hui malheureusement, mais nous allons avoir une belle conversation avec Karen. Donc, est-ce qu'on peut donner un peu de contexte au public sur notre programme éducatif? Lundi, nous avons parlé pendant notre programme de déjeuner-causerie, donc sur les peuples autochtones et l'histoire des pensionnats. Nous avons pu fournir des perspectives sur ces deux sujets qui ne sont pas souvent présentés. Le 26 septembre et le 27 septembre, nous avons commencé à développer l'examen donc des préjugés inconscients et l'élimination des stéréotypes, les impacts intergénérationnels, la discrimination systémique permanente, donc les mythes et les stéréotypes et le travail que nous avons tous à faire pour les éliminer et d'avoir de nouvelles perspectives sur l'histoire canadienne. Donc, comme je disais, le troisième jour de notre programme, le 27 septembre, nous avons exploré les impacts intergénérationnels. Nous avons parlé du système juridique, du système d'aide sociale pour les enfants qui perpétue parfois, voire souvent, donc les stéréotypes. Aujourd'hui, on est au quatrième jour de notre programme et nous allons parler donc des droits des peuples autochtones, y compris la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, nous avons compris, donc, au Centre national pour la vérité et la réconciliation, que cette Déclaration des Nations unies est un cadre, a établi un cadre pour la réconciliation. Donc, comment pensez-vous qu'elle y parvienne donc à établir ce cadre? Donc, je pense, en tant que fondation, la déclaration rejette la doctrine de la découverte. Et deuxièmement, la déclaration fournit une idée que voilà, les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. Les différentes dispositions dont cette déclaration expliquent très clairement ce que cela implique.
Donc voilà, j'utilise votre travail quand j'essaie d'expliquer cette déclaration. Donc Brenda est vraiment la plus grande experte au Canada de cette déclaration et je suis très reconnaissante qu'elle ait pu me rendre visite dans les salles de cours, donc quand j'enseigne. Donc j'aimerais reconnaître Brenda et j'avoue que je répète tout ce que j'ai appris d'elle. Merci beaucoup, Karen. Et moi également, j'aimerais dire que vous et votre travail est extraordinaire. Vous avez vraiment, vous êtes apprivoisé donc de ce savoir et vous le partagez avec vos étudiants. Donc, nous avons un public du Canada entier, euh, tout type de personnes. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer la doctrine de la découverte pour notre grand public aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, la déclaration rejette la doctrine de la découverte et ceci est très significatif car cette doctrine existe encore sous les lois canadiennes actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui. La loi canadienne, sans l'application de la Déclaration des Nations Unies, voilà, accepte et prône cette idée et doctrine de la découverte. Il faut vraiment mettre en lumière. Souvent, on pense que oui, cette doctrine est découverte date d'il y a plus de 200 ans. Ça n'existe plus, cela ne s'applique plus. Malheureusement, cela s'opère également aujourd'hui. Cela s'applique. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Cette doctrine dicte que quand une nation découvre des territoires étrangers et les prennent pour leur nation, voilà, ces territoires appartiennent désormais à la nation découvreur, on va dire. Par contre, ces territoires doivent être vides, exempts donc d'habitants. On ne peut pas aujourd'hui nous rendre à Buckingham Palace en Angleterre, où on ne peut pas planter du tabac à terre près du palais pour dire que voilà, nous sommes une nation souveraine, nous avons une souveraineté sur cette nation britannique. Et cette doctrine change un peu la donne. Cela dicte que les nations européennes peuvent s'apprivoiser de ces territoires, même si ces terres sont habitées, mais avec des habitants autochtones. Voilà, et cela établit l'idée de la supériorité des peuples européens aux peuples autochtones, que les peuples autochtones ne comptent pas vraiment dans l'exercice de la souveraineté sur leur propre territoire. Donc cette doctrine dictait que voilà, les Européens, en vertu donc de cette doctrine, avaient le droit donc de planter un drapeau et de s'apprivoiser de ces terres. Et les Européens, par la suite, remplissaient ces terres avec leurs colons. Donc cette version, voilà, dit très clairement que les peuples autochtones sont quelque part inférieurs aux peuples européens. Voici, voilà l'explication, mon explication de la doctrine de la découverte. Donc, je vais lier tout cela à notre travail cette semaine d'apprentissage. Nous avons appris que le système, le régime des pensionnats a été basé sur la supériorité des moyens de faire, des façons de faire, de l'apprentissage européenne, voilà. Ce n'était pas forcément des endroits où on envoyait les enfants pour apprendre à lire et à écrire. C'était des institutions qui voulaient introduire
euh, façon de vivre européenne, façon d'être, et d'éliminer la culture et les langues autochtones. Avec ce régime des pensionnats et l'idée donc de découverte, tout cela est donc fait partie de notre histoire. Comment est-ce que cette déclaration peut nous sortir de ce contexte? Où est-ce que cette déclaration peut nous mener? Une des premières choses que fait la déclaration est de rejeter cette doctrine de découverte. Donc, toute doctrine basée sur l'infériorité des Autochtones et la supériorité d'autres personnes. Voilà, cela dit que toute doctrine dans ce genre est faux et n'est pas valable. Deuxièmement, cela affirme le droit de l'autodétermination des peuples autochtones. Il y a toute une suite d'articles qui expliquent très en détail ce que cela veut dire. Pour résumer, cela veut dire que les peuples autochtones possèdent le droit à l'autogouvernement et en ce faisant, conformément aux lois ancestrales et aux lois voilà, des peuples autochtones, et pas forcément selon les droits de l'État canadien, mais selon nos propres lois. Nous avons le droit d'établir nos propres lois. Voilà, je voulais justement parler de ce sujet, donc des lois des peuples autochtones, l'autodétermination, mais le droit d'être autonome et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures. Alors, prochaine question. Donc voilà, il y a différentes écoles de pensée qui existent. Donc, toute loi adoptée par les peuples autochtones devient une loi autochtone. Le fait que cette loi soit adoptée et endossée, acceptée, appliquée, voilà, se fait simplement, voilà, fait en sorte que que cela devienne loi. Ensuite, une autre école de pensée qui dit que ces lois, les lois autochtones sont des lois qui sont basées sur les normes constitutionnelles des Autochtones. Et qu'est-ce que je veux dire par cela, normes constitutionnelles? Ce sont des lois coutumières des Autochtones qui, au moins du point de vue des nations autochtones avec lesquelles moi je travaille, ce sont des lois qui nous parviennent donc du Créateur. Ce n'est pas à moi de dire qui a raison et qui a tort. Est-ce que vous pourriez nous fournir des exemples des deux perspectives en ce qui concerne voilà, la loi autochtone? Donc, moi, je dirais que voilà, des lois adoptées par les Autochtones, pour moi, ce sont des lois autochtones. John Gross, qui est, à mon sens, donc le plus grand universitaire ou chercheur sur ces sujets. Donc, il a publié un livre qui s'appelle La Constitution autochtone canadienne. Et dans ce livre, il identifie 5 sources donc des lois positivistiques. Par exemple, si une loi des Premières Nations promulgue une loi, cela est une loi autochtone, voilà, car cette loi a été promulguée dans un système autochtone. Il y a un autre fait,
il dit que voilà, pour qu'une loi soit une loi autochtone, cette loi doit parvenir d'une autre source. Alors, je vais vous parler de la loi Anishinaabe euh, spécifique. Donc, il y a une approche pan-indigène, pan-autochtone. Et c'est un peu une piège. C'est un piège car, voilà, on parle en termes très généraux. Parfois, c'est légitime, pardon. Mais si on adopte une approche généralisée trop souvent, voilà, on risque de perdre les spécificités, donc les différentes nations. Donc, dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter de généraliser trop en parlant donc des lois autochtones. Donc, je vais vous parler des lois Anishinaabe. De ce que je comprends de cette loi, et je vais vous citer quelques sources. Donc, j'essaie de décrire cela. Je cite Aaron Mills, qui est membre d'une Première Nation. Il est membre de la faculté de droit de l'université de McGill. Lui, dans ses écrits, il parle des normes fondationnelles qui existent au niveau plus basique et qui engendrent les lois autochtones. Et il y a un terme, donc des consignes originaux, donc original instructions. C'est un terme qu'il emploie pour les décrire. Et pour vous les décrire en une phrase, donc ce sera très réducteur finalement. Quand on essaye voilà, de définir quelque chose dans des termes très concis, voilà, on perd toujours quelque chose. Mais je vais vous donner une définition abordable. Donc, au cœur de cette idée, voilà, c'est que le monde naturel, la Terre, donne tout ce dont on a besoin pour vivre bien, à nous comme un cadeau. C'est un cadeau. Tout nous est donné pour bien vivre, pour vivre une belle vie, pour bien vivre. Donc, tout ceci nous est donné et nous n'avons besoin que de cela pour bien vivre. Et ce principe, voilà, nous pouvons utiliser ce principe comme ligne directrice. Et cela dicte également que nous avons une responsabilité à partager ces dons, les dons que nous avons reçus. Donc, chaque membre de la communauté a une responsabilité à soutenir les uns les autres, donc de développer nos propres dons pour les partager et de partager tout ce que nous avons reçu. Donc voilà, c'est à partir de ce principe-là que nous pouvons extrapoler et comprendre nos responsabilités dans n'importe quelle situation. Dans chaque situation, nous devrions nous poser la question, donc quels sont les dons que nous avons reçus qui pourraient être mis à contribution pour aider les autres. Et pour ce principe, pour que ce principe devienne une loi, voilà, il faut répondre à ces questions. Ah oui, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé cette description, cette explication. J'ai tellement de pensées et de choses en tête, mais voilà, j'essaie de suivre une ligne logique et j'espère qu'on aura le temps de répondre aux questions du public. Alors, je pense que ces deux camps, voilà, ces deux idées ne sont pas mutuellement exclusives. Vous avez parlé de John Burroughs, donc la première idée. J'aimerais mettre en exergue cette idée. Il faut reconnaître ces deux camps, ces deux idées dans le contexte de la réconciliation. Et quand on parle du cadre qui a été établi pour la réconciliation. Donc, on va on va les distinguer. Donc, l'approche John Burroughs,
voilà, une approche qui regarde vers l'avenir. C'est très important car cela nous rappelle que les peuples autochtones, voilà, nous sommes des personnes, des individus qui existent aujourd'hui. C'est l'actualité et nos systèmes juridiques euh, regardent vers l'avenir, sont orientés vers l'avenir. L'approche de Aaron Mills nous rappelle également que nous sommes des personnes, voilà, avec des traditions qui sont très enracinées, des traditions de longue date qui servent de base pour établir les lois d'aujourd'hui. Voilà, cela ne nous retient euh, aucunement, mais voilà, on est toujours orienté vers l'avenir et enraciné voilà, dans nos traditions. Donc, quand vous parlez donc de cette déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui établit un cadre pour la réconciliation, cela est orienté vers l'avenir. Comment reconnaître notre passé, accepter et reconnaître notre présent et avancer vers un avenir positif. Donc voilà, il faut parler du mouvement vers l'avenir, les peuples autochtones, selon nos propres lois, en prenant des décisions pour nous-mêmes. Moi, je dis souvent, donc, essayons de reconnaître et de comprendre toutes les décisions qui ont été prises par des gouvernements différents de par le passé, le paternalisme, nous savons mieux que vous, le racisme flagrant, euh, le concept de l'impériorité et de supériorité. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt penser à, à- à l'idée que les peuples autochtones prennent leurs propres décisions et les décisions qui auront des impacts sur leur communauté. Je voulais reprendre quelque chose, rebondir sur quelque chose que vous avez dit. C'est le point de vue donc, du constitutionnalisme Anishinaabe et en se disant, voilà, quels sont les dons que je possède et quelles sont mes responsabilités par rapport à ces dons. Donc, est-ce que vous voyez cette déclaration des Nations Unies comme une façon de dire scary and they sound like they're going to tear us apart and we're going to all be living là, separately. les idées dont on parle aujourd'hui font peur, voilà, ces idées risquent de nous diviser, mais est-ce que cette déclaration peut nous avancer vers la réconciliation et comment? Je suis tout à fait d'accord. J'ai j'ai compris beaucoup de choses en vous entendant, en fait. Voilà, cette déclaration sert de pont, finalement, sert de lien. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais parler de deux tendances qui se chevauchent finalement. La première tendance s'appelle la tendance de la réconciliation et l'autre s'appelle de la resurgence. Donc, soit l'approche de la réconciliation et l'approche de la resurgence. Donc, l'approche de la réconciliation est optimiste euh, par rapport à la possibilité de nous unir, de vivre ensemble, et voilà, et d'usufruire, pardon, donc des institutions de l'État. Donc voilà, il est possible de réaliser cette réconciliation, mais en travaillant dans le cadre de la loi autochtone, de la loi autochtone. La resurgence donc prône toujours donc un évitement donc d'engagement avec l'État canadien et que nous devrions donc nous concentrer sur la reconstruction de notre système juridique autochtone, nos systèmes politiques autochtones, sans être contaminés par les institutions de l'État canadien. Nous devons nous focaliser sur la décolonisation, mais de nous-mêmes et par nous-mêmes.
À mon sens, donc, la Déclaration des Nations Unies essaie de tisser un lien entre ces deux, établir un pont entre ces deux approches, donc établir des interactions entre l'État et des peuples autochtones. Voilà, il faut éviter peut-être d'isoler les peuples autochtones ou de les isoler. Il existe une vision donc par laquelle il y a une interaction entre les deux. Cette déclaration donc appuie également donc la création des lois autochtones, donc des droits individuels, et voilà, et ceci avant que l'État puisse avoir son mot à dire sur certains aspects des vies des individus autochtones. C'est de cette façon que je vois la situation. Donc, que la déclaration soit un terrain d'entente ou un lien entre ces deux approches. Voilà, ce n'est pas forcément une question d'être l'un ou l'autre. Voilà, d'être antinomique. Donc, en parlant en termes juridiques, comme professeur de droit, je pense qu'il y aura toujours des personnes au Canada qui ont du mal à comprendre vraiment l'idée qu'une partie de la réconciliation dicte que voilà, une partie des personnes vivant au Canada seront soumises à des lois différentes. On se connaît bien en fait. Je sais que vous avez enseigné cela dans des facs de droit canadiennes, dans des universités où les personnes s'inscrivent pour apprendre à être avocat ou avocate canadien ou canadienne. Et maintenant, on inclut cet aspect autochtone dans ces enseignements. Donc, pourriez-vous nous parler donc de la façon dont on peut aborder cette peur de la part de certains Canadiens? Oui, oui, je vais donner mon point de vue, mais j'aimerais bien évidemment entendre le vôtre également. Donc voilà, c'est une question très très importante. Et j'aimerais reconnaître déjà l'importance de cette question. Car quand on parle, on dit bah, comment avoir deux groupes de lois pour un seul peuple canadien. Voilà, non, ces lois sont basées sur l'égalité, l'équité individuelle. Et voilà, il faut se concentrer sur l'égalité individuelle, l'égalité des individus. La notion qu'il existe certaines lois qui peuvent s'appliquer à un sous-groupe de personnes, cela semble violer le principe d'égalité. Car tous les Canadiens n'ont pas ne sont pas assujettis et ne reçoivent pas les droits autochtones. Vous voyez, donc est-ce que l'idée donc du droit autochtone, est-ce que cela viole le principe donc de notre charte de droits et de libertés au Canada, de la démocratie libérale? Pour répondre à cette question, est-ce que l'existence du droit autochtone viole le principe d'égalité de la démocratie libérale? Voilà, il faut revenir en arrière à cette doctrine de découverte. C'est la doctrine de la découverte qui viole le principe d'égalité. Cela va à l'encontre de la démocratie libérale, car cela dicte la supériorité d'un peuple sur un autre. Je disais que cette doctrine existe toujours aujourd'hui, dans le sens où le Canada
dicte sa souveraineté sur tout le territoire canadien. Tout le territoire. Donc, le Canada ne reconnaît pas ou ne permet pas l'application, l'opération, l'exercice de notre propre gouvernance ou juridiction autochtone par le biais de nos propres lois. Donc voilà, si on s'inquiète de la question de l'égalité ou de la démocratie libérale, voilà, il faut rejeter cette doctrine et permettre aux Autochtones de se gouverner sous leurs propres lois à base d'égalité, sur un pied d'égalité avec les Canadiens. J'aime beaucoup cette réponse. Je ne sais pas si j'ai jamais pensé à la question de cette manière. Comme vous venez de dire, je travaille sur cette déclaration des Nations Unies depuis un certain temps. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'ai donné une présentation à Manitoba. C'était pendant la période de questions-réponses, je pense. Un des anciens, qui est peut-être dans le chat, il m'a demandé, donc, oui, vous avez commencé avec les conséquences, les impacts du colonialisme sur nous et sur nos peuples, mais il faut surtout commencer en parlant de nos forces en tant qu'autochtones. Donc, il m'a beaucoup aidé à éduquer les gens autour de cette déclaration des Nations Unies et en commençant sur un point positif et pas sur un point négatif. Oui, c'est très important et j'ai remercié cet ancien et j'ai relu la déclaration des Nations Unies et j'ai trouvé que voilà, le premier paragraphe du préambule, les premiers articles parlent donc de l'égalité et de la non-discrimination. Donc on essaye vraiment de faire en sorte que les Autochtones, les peuples indigènes, si on veut, soient traités comme des êtres égaux, donc sur un pied d'égalité. Donc comment les Européens ont réussi à justifier leurs actions? Parce que on disait que les Autochtones étaient des sauvages féroces qui des belliqueux. Et donc, ce racisme flagrant, voilà, était très présent. Donc, la déclaration des Nations Unies parle surtout de l'humanité et de l'existence des peuples autochtones en tant qu'êtres humains au même titre que les Européens. Vous avez déjà répondu à une question posée par un membre de notre public. Très bien. Je voulais aussi mettre en exergue l'idée de... Voilà, je pense que Jean Taillé, une autre avocate, a dit de par le passé que voilà, le Canada est un endroit très intéressant d'étudier le droit, car nous sommes un des seuls pays au monde où il existe voilà, des provinces qui sont reconnues et qui opèrent sous un système juridique tout à fait séparé. Donc nous avons appris la loi britannique, la loi commune, mais au Québec, ils utilisent le Code civil. Et c'est un style et une façon d'apprendre la loi et les systèmes juridiques qui est tellement différente. On peut pratiquer, on peut travailler partout, mais non, on ne peut pas travailler dans ce contexte. Un autre point sur lequel je voulais mettre l'accent, voilà la préoccupation liée à l'existence du droit autochtone. Vous avez utilisé le mot reconnaître. Voilà, il faut comprendre que les peuples autochtones vivent selon ces lois depuis toujours. Voilà, ces lois existent. Ce sont les lois ancestrales.
Vous avez parlé, vous avez utilisé le terme inhérent, et vous en avez déjà parlé, et voilà, de cette idée. Donc, nous essayons de voir euh, derrière cette matrice qui a été créée. Voilà, pourriez-vous nous parler un peu plus de ce système de droit des autochtones qui existe déjà depuis longtemps? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais reconnaître Eric Adams, donc, qui est membre de la faculté. Euh, je voulais reconnaître sa contribution à l'exploration de ce sujet. Donc, s'agissant donc de deux systèmes distincts juridiques dans un même pays, s'il existe un pays au monde qui est en position d'avoir ces deux systèmes, ben, c'est le Canada. Nous avons déjà un système fédéral qui est établi avec un autre système au Québec qui s'opère, qui fonctionne. Voilà, cela existe et cela fonctionne depuis plus d'un siècle. Donc la question de la reconnaissance par rapport aux droits inhérents. Oui, c'est un point sensible donc dans le plaidoyer pour les autochtones, dans le droit autochtone. Donc on fait du plaidoyer pourquoi? Pour que l'opération de nos lois puisse exister dans notre propre juridiction inhérente. C'est-à-dire nos lois existent depuis le temps, depuis toujours. Donc depuis des temps immémoriaux, pardon. Et donc il y avait Fred Kelly, un ancien, et j'ai assisté voilà, à un événement hier, et il était le conférencier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que en tant que peuples autochtones, nous sommes ici, nous existons et nous gouvernés par nous-mêmes d'une façon très saine depuis les temps immémoriaux. Et comment? Ben avec guidés par notre propre système juridique. Donc nous ne demandons pas une approbation de la part du gouvernement fédéral. Nous souhaitons que nos lois soient efficaces et applicables, et pas forcément parce que le Canada dit qu'une telle loi est acceptable et une autre non. Non, nous avons déjà un système juridique bien établi et nous sommes pleinement capables donc d'opérer, d'appliquer ces lois avec ou sans la reconnaissance du Canada. Excellent, excellent. Quand on commence à parler des idées, voilà, de la réconciliation et où allons-nous? Quand je vois le travail qui reste à faire, voilà, il faut prendre du recul. Vous avez utilisé le terme, donc créer un espace, plus d'espace pour cette déclaration. Mais je pense qu'il faut, voilà, il faut prendre du recul, laisser un peu de place dans notre paysage juridique pour permettre aux lois autochtones de continuer d'exister. J'aimerais rebondir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure. Je n'avais pas anticipé cette conversation autour de la doctrine de découverte. Mais ça me plaît. Dans mon expérience, j'ai constaté que la réalité actuelle au Canada, c'est la réalité que l'on connaît tous. Voilà, et nous sommes confortés par ce qu'on sait. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas une situation parfaite. Bon, il y a une expression qu'on utilise dans ces cas-là. Je ne m'en souviens pas de quoi il s'agit, mais si l'on ne base pas notre pays, ben, le Canada, sur la doctrine de découverte,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Canada cesse d'exister? Je pense qu'il y a une peur qui existe euh, dans les cœurs et les têtes de beaucoup de Canadiens qui les retiennent, voilà, car ils n'arrivent pas à imaginer l'avenir euh, sans s'appuyer sur cette doctrine. Et si on n'applique pas cette doctrine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui existe? C'est une très bonne question. Quand vous dites si le fondement de notre pays n'est pas la doctrine de découverte, bah, il y a un trou, il y a vraiment une lacune immense qu'il faut combler, n'est-ce pas? Donc un vide de légitimité. Voilà, et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de défenseurs donc des droits autochtones, beaucoup d'universitaires qui disent que voilà, le Canada est un pays de souveraineté dont la souveraineté sur les peuples autochtones est illégitime. Il n'y a pas que moi qui le dis. Voilà, il y a des routes, il y a des infrastructures qu'on dirait voilà, permanent, mais d'un point de vue moral, ceci est illégitime, car fondé sur une doctrine erronée. Donc comment résoudre ce problème? Je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse. Cela dépend de l'approche qu'on va adopter. Je pense que chaque nation autochtone a le droit de donner leur idée d'une réponse de réparation. Je pense que chaque nation a le droit de décider du bon rapport et de la relation idoine avec le Canada. Je pense qu'il faut rentrer en conformité avec les responsabilités des traités, pas seulement en ce qui concerne ce qui est écrit dans la version anglaise du traité. Donc je ne parlerai jamais au nom des différents peuples des traités. Et pour ceux qui n'ont pas de traité, ben, le Canada a du travail à faire. Voilà, il faut soit établir d'autres traités ou établir de bons rapports et une bonne situation pour ces groupes autochtones. Donc encore une fois, je ne parlerai jamais, je ne me permettrai point de parler au nom de tous les peuples des traités. Mais par exemple, sous la loi Anishinaabe et par rapport au traité Anishinaabe, si je comprends bien, pour que le Canada soit en bonne relation avec nous et pour combler les lacunes de légitimité, le Canada doit, en s'engageant avec nous, doit agir en conformité avec nos lois autochtones et se poser des questions. Quels sont les dons que possède l'État canadien? Comment les partager? Est-ce que nous pouvons développer nos dons pour répondre à ces besoins? Nous, en tant que peuple du traité, nous avons déjà donné énormément. Déjà, les Canadiens vivent ici sur nos territoires. Ils utilisent nos territoires. Donc, c'est un don énorme que nous avons octroyé au Canada. Donc, voilà, on a offert donc l'usufruit de nos terres. Donc, que peut le gouvernement canadien offrir à nous, peuples autochtones? Un des dons ou les droits qu'il pourrait octroyer, c'est le droit de s'autogouverner. Je pense souvent à l'idée d'être honnête avec nous-mêmes sur l'état actuel de l'État du Canada. Parce que un très grand nombre de personnes au Canada voilà, acceptent la situation. Voilà, cela leur va.
Et ils aimeraient dire, voilà, il faut juste peaufiner un certain nombre de choses. Ils ne souhaitent pas voir de réformes radicales. Voilà, de leur point de vue, il y a un petit problème. Donc, la majeure partie des gens vivent bien ici et une partie peut-être infime, à leur sens, non, ne vivent pas bien. Donc moi, de ce que j'entends, de ce que vous dites, il faut être honnête, voilà, sur l'état des choses. Ce n'est peut-être pas juste une question de peaufiner ou de faire de petites modifications. C'est peut-être une question vraiment de fondation. Donc, j'ai souvent, voilà, je trouve des infiltrations, des petites infiltrations dans ma cave quand il pleut, par exemple. Et normalement, je ferme la porte, je regarde pas quand il pleut parce il y a de petites infiltrations. Donc, dans ma tête, la plupart du temps, je peux dire que oui, ma maison, ça va, mais cela ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Et à un certain point, je vais être obligée d'y faire face, n'est-ce pas? Donc, j'entends souvent parler des survivants, de l'apprentissage de la vérité et du parcours qu'il faut faire pour reconnaître vraiment notre désarroi. Et si l'on souhaite être un Canada qui vraiment vit et adhère aux valeurs déclarées, qu'il faut remédier, rétablir les relations et rebâtir notre fondation, le fondement de notre pays. Non, voilà, je ne veux pas dire que pour aider les peuples autochtones du point de vue économique, il faut, voilà, il faut mener les autres vers le bas. Non, je pense que notre fondement, voilà, on peut le soulever pour soulever tout le monde. Ah, je viens de regarder l'heure. Il ne nous reste que 2 minutes, malheureusement. Donc, j'ai essayé, voilà, de répondre avec vous à un certain nombre de questions, mais j'aimerais entendre donc quelques remarques de votre part pour clôturer cette session. Pourriez-vous nous expliquer quelques différences entre la loi autochtone et la loi canadienne? Est-ce que vous avez un exemple pertinent que vous pourriez partager avec nous? Voilà, ce n'est pas une question que j'ai rédigée à l'avance, donc est-ce que vous avez juste des pensées, des remarques de clôture? Oui, moi je dirais la différence de base entre la loi Anishinaabe et la loi canadienne qui est basée sur le libéralisme. J'ai dit tout à l'heure avec la loi Anishinaabe, donc le point de départ sont des instructions de base reçues par le créateur du monde, donc autrement connu sous le nom de lois sacrées ou des lois naturelles. Le point de départ pour le libéralisme n'est pas ça. C'est l'autonomie de l'individu. Donc l'individu est celui qui porte en lui donc les droits. Et son autonomie est protégée par ces deux piliers. Voilà, la liberté individuelle et l'égalité individuelle. Et la façon dont on les protège est à travers le principe qui dit que chacun d'entre nous a le droit de décider notre propre idée d'une bonne vie. On ne peut pas nous dicter cette perception, ni l'État, ni qui que ce soit. Nous décidons de notre propre vie, de nos valeurs. Voilà. Si l'on ne préjudice autrui, voilà, nous avons le droit et la possibilité de rédiger nos propres consignes. Mais dans notre cas, donc les consignes originelles, voilà, nous ont été données. Donc, ce sont les différences majeures qui sont au cœur vraiment des deux systèmes.
De mon point de vue, cette peur, voilà, que notre liberté individuelle soit compromise. Voilà, dans ma communauté, par exemple, ma communauté donne beaucoup et soutient les membres de la communauté. Et cela ne me limite nullement, car je suis très heureuse de participer et de donner à ma communauté, car ma communauté me le rend 1000 fois. Donc, j'aimerais vous remercier d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir partagé vos réflexions, de nous avoir expliqué la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Je pense que voilà, cela peut nous aider à comprendre que voilà, on peut avancer basé sur des notions d'égalité et pas sur les mensonges. Donc, je vais partager mon écran très rapidement, car j'aimerais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais partager quelques ressources. Et là, j'ai ajouté donc la Constitution autochtone du Canada, John Burroughs. Donc, vous avez cité cet ouvrage. Il y en a tellement. Mais là, j'aimerais vous parler de notre application. Donc, nous avons établi un partenariat avec Meta. Et donc, à travers Messenger, là, il y a un code QR que vous pouvez flasher pour avoir accès à cette application. Donc, cela va vous donner des précisions sur l'histoire des peuples autochtones. J'aimerais remercier le public pour y avoir participé. Merci de nous avoir accompagnés sur ce parcours. Et voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc demain, nous allons parler donc de comment agir pour la réconciliation. Nous aurons deux participants demain et qui collaborent sur un projet. Et si vous souhaitez renseigner sur notre travail, donc je vous invite à consulter notre site web nctr.ca. Et merci encore une fois, Karen, pour nous avoir rejoints. Merci.